Et bienvenue dans Soir d'Info, le dernier numéro de la semaine. Et nous recevons en deuxième partie d'émission Monsieur Cheikh Diop, qui est le secrétaire général de la CNTS FC, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, sorti des flancs de la CNTS authentique. C'était déjà en 2002. Bonsoir Monsieur Diop. Bonsoir Monsieur Diagne. Alors, où en êtes-vous avec la lutte syndicale au Sénégal, par exemple? La lutte syndicale est au beau fixe, avec ses difficultés, mais également avec ses réussites quelque part dans pas mal de secteurs. Mais il faut bien le dire, le mouvement syndical a besoin d'un nouveau souffle syndical pour de nouvelles conquêtes sociales. Alors que faudrait-il exactement justement pour cette nouvelle conquête sociale dont vous parlez tout à l'heure? Vous savez, quand on analyse la situation du dialogue social sénégalais, on se rend compte que le mouvement passe le plus clair de son temps à porter des revendications de restitution. Ce que j'appelle revendications de restitution, ce sont des accords qui sont signés qui ne sont pas respectés, des engagements pris qui ne sont pas respectés, des avantages bafouillés, des droits des syndicats et des travailleurs bafouillés. On court derrière ce qui nous appartient et qui a été confisqué. Or, ce n'est pas ça l'essence du mouvement syndical, ce n'est pas ça également notre mission. Notre mission, c'est de mener des revendications de conquête. Et justement, pour en revenir à la CNTS FC, vous en êtes à combien d'affiliés et combien y a-t-il, disons, de syndicats qui sont, disons, sous votre coupe? Oui, la Synthèse Force du Changement est la dernière organisation syndicale des plus représentatives, des plus significatives de ce pays. Nous sommes également l'organisation syndicale, en tout cas, qui a une progression ascendante. Si je tiens compte des résultats des deux élections qui ont été organisées au Sénégal, des élections ont été organisées en 2011 et en 2017. Au vu de ces deux résultats, la Synthèse Force du Changement est la seule organisation parmi les 4 majeures qui a eu à progresser de plus de 3 points. Les autres ont eu à régresser à la lecture de ces résultats de 3 ou de 4 points. Donc nous sommes la seule organisation ascendante et ça se prouve également sur le terrain. Pour autant, nous sommes la 4e centrale syndicale, la dernière née. Ouais. Alors, par essence, un syndicat, c'est, disons, un mouvement qui est là pour lutter pour les intérêts, en tout cas, de ses affiliés, des travailleurs, je veux dire. Et tout à l'heure, dans votre speech plutôt, vous aviez à évoquer, disons, les difficultés que vous avez à faire respecter les accords signés par l'État du Sénégal. Alors, à votre avis, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de fusil d'épaule plutôt pour entrer, disons, en possession de vos droits? C'est vos droits. La Synthèse Force du Changement pense qu'il est grand temps que les grandes organisations syndicales prennent à bras le corps la situation de l'école, du secteur de l'éducation et de la santé. Ces deux secteurs sont en train de se battre sans résultat. Et ces deux secteurs qui méritent la solidarité de l'ensemble du mouvement syndical, mais également de l'attention de l'État. Les difficultés qui assaillent ces deux secteurs, si on revisite l'histoire, proviennent des politiques d'ajustement structurel. Dans les années 90. Toutes les difficultés, toutes les revendications que ces deux secteurs portent là proviennent justement des politiques d'ajustement structurel. Et si on considère ce que nous appelons le patriotisme d'entreprise, on doit pouvoir trouver des solutions aux problèmes de ces deux secteurs. Il faudrait une bonne dose de patriotisme. L'État doit comprendre qu'au moment où les bailleurs de fonds l'avaient pris au collet pour qu'ils ne recrutent plus dans ces deux secteurs sociaux, pendant que la demande est là très forte et le pays avait besoin d'enseignants et de soignants. L'État a trouvé des moyens de contourner les exigences des bailleurs pour recruter dans ces secteurs-là. L'État a fait des efforts. C'est ce qui avait provoqué la dévaluation à l'époque, je pense bien. Oui. C'était pas cela qui avait provoqué la dévaluation à l'époque? Non, c'est bien avant. C'est bien avant, ouais. Parce que ça, les politiques d'ajustement structurel, c'était vers les années 80. La dévaluation en 92. Donc, j'étais en train de dire que
l'État a quand même fait l'effort de ne pas laisser son pays dans l'ignorance ni dans le mal, dans le mal soignant. Il s'est battu pour trouver des méthodes de pallier au déficit que les bailleurs nous imposaient. Ça aussi, c'est un mérite qu'il faut reconnaître. Mais l'État aussi doit reconnaître que ses fils, à l'époque, avaient accepté d'être dans une situation précaire. Donc aujourd'hui, la synthèse force du changement préconise que les grandes organisations prennent à bras le corps la situation de ces secteurs pour qu'on se mette autour d'une table et cautionner ce qui va sortir de ces secteurs. Et que chaque parti tienne compte de ce que j'appelle le patriotisme d'entreprise. Les travailleurs de ces secteurs ont fait des efforts pour accepter des situations précaires. L'État avait fait des efforts pour ne pas laisser son système éducatif et son système de santé accroupis. Et nous devons être fiers parce que c'est ce système éducatifs et de santé qui ont produit les ressources humaines qui font aujourd'hui notre fierté. Je pense au président Macky Sall qui est issu de ce système, à Diouf Sarr qui est le patron du secteur de la santé qui est issu de ce système, mais également au professeur Seydi et à son épi et à toute l'équipe de soignants qui sont issus de ce système. Donc ça doit faire notre fierté et cette fierté doit nous amener à mettre les problèmes sur la table et avoir la volonté de part et d'autre pour les régler. Mais est-ce qu'aussi l'émiettement des syndicats ne constitue pas, disons, un frein à la satisfaction de vos doléances? Parce que là, on constate qu'il y a énormément de syndicats et cela peut, est parti pratiquement pour ne pas arranger les choses. Ça rentre en droite ligne des projets que nous avons pour travailler avec l'ensemble du mouvement syndical. Aujourd'hui, le mouvement syndical, toutes les difficultés que nous avons connues proviennent de deux choses essentiellement, de la dispersion des forces syndicales et de la désunion des entités du mouvement syndical. Le mouvement syndical repose sur deux entités essentielles, le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle engagée. Aujourd'hui, on se rend compte que les syndicats d'élite ne sont plus aux côtés du mouvement ouvrier. Très peu de syndicats d'élite sont aux côtés du mouvement ouvrier. Et ce sont ces deux entités-là qui ont posé les fondements idéologiques du syndicalisme. Or, le syndicalisme repose sur des fondements idéologiques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer, de dériver, j'allais dire, vers le corporatisme. Le corporatisme est différent du syndicalisme. Le syndicalisme repose sur des fondements idéologiques. Et ce sont ces deux entités-là qui ont posé ces fondements idéologiques. Aujourd'hui, vous constaterez que beaucoup de syndicats d'élite, à quelques rares exceptions, comme les SIENS, les inspecteurs d'enseignement, le SAES, qui est les universitaires qui sont dans des syndicats, aux côtés du mouvement ouvrier. Tout le reste, tous les syndicats d'élite sont en dehors du mouvement ouvrier. Et les secteurs qui ont des difficultés, justement, si on prend le cas de l'éducation, nous comptons près d'une cinquantaine d'organisations. Cette émiette, c'est pour venir à l'autre fléau qui et même il y a certains syndicats qui sont, disons, des contre-pouvoirs, qui sont là pour véritablement, à la limite, rouler pour le compte de l'État très souvent. Ça peut arriver aussi. Je ne voudrais pas verser dans ça. Moi, en tout cas, l'analyse que nous avons faite, c'est de travailler pour réconcilier les entités du mouvement syndical, mais également pour réunifier les luttes, pour organiser les luttes et réunifier le mouvement. Ça, c'est un impératif. La synthèse force du changement, en tout cas, assumera sa part de responsabilité dans cette situation et fera tout pour que le mouvement se réunisse et faire face aux préoccupations majeures des travailleurs. Alors, pour continuer toujours dans ce même sillage, le chef de l'État, lors de son voyage à Doha pour l'exposition, il avait fait une déclaration concernant, disons, le Cleaning Day qui va revenir. Alors, il le dit dans un contexte assez difficile quand même pour certains qui étaient dans le secteur. Je pense notamment à cela la SIAS et cela Dama Sénégal, qui ont perdu leur boulot sans être indemnisés. Alors, peut-être une occasion pour vous de lancer un appel en direction de ces travailleurs qui mériteraient quand même d'entrer en possession. Absolument. Ça nous réconforte de constater que le chef de l'État porte une attention particulière à la propreté, au nettoiement, mais aussi à une ville accueillante.
le Sénégal. Nous devons tous nous engager dans cette voie parce qu'il est grand temps quand même qu'on change nos habitudes au profit de notre cadre de vie. C'est extrêmement important. Et tout ce qui se passe autour de nous dans le monde milite à un cadre de vie sain pour les générations futures. De ce point de vue, il faudra qu'on accorde une attention particulière aux ex-travailleurs de la SIAS et de AMA Sénégal, qui traînent un lourd passif social. Nous avons eu personnellement à contacter le chef de l'État sur la question et des dispositions avaient été prises. Mais malheureusement, jusqu'ici, on a des difficultés à faire appliquer ces dispositions. Il y a eu même un conseil interministériel à l'époque mené par le Premier ministre Boun-Dionne et des recommandations. Et c'était quoi exactement les recommandations? Les recommandations, c'était de tout faire pour que le passif social dans le secteur du nettoiement soit réglé. Au plus vite. Nous avons joué notre rôle parce qu'il y avait plusieurs entités dans ce secteur. Nous avons réconcilié ces entités pour s'accorder sur une indemnisation que tout le monde acceptera. Donc l'État aujourd'hui a en face de lui un seul interlocuteur. C'était difficile à l'époque, mais aujourd'hui c'est facile à régler. C'est pareil pour le cas des ex-travailleurs de Ama. Le chef de l'État a lui-même, lors de la dernière campagne électorale, quand il était dans le département de Pikine, a pris l'engagement d'apporter des solutions à ce passif social des ex-travailleurs de la SIAS. Jusqu'ici, ça fait quand même un bail. Nous sommes presque en fin de mandat. Sentez-vous véritablement une véritable volonté de la part de l'État de régler définitivement cette histoire? Ah oui, il est grand temps parce que non seulement les travailleurs ont assez souffert de cette situation, mais beaucoup ne sont plus de ce monde. Donc, pour leur mémoire, nous continuerons le combat pour que ce passif-là soit réglé. Alors, on va parler d'un autre secteur d'activité, celui des hydrocarbures. On le voit, en tout cas, il y a une tension qui est bien là et que l'on commence quand même à sentir. Nous savons que le Sénégal n'est pas un pays producteur, disons, d'hydrocarbures. Forcément, quand la chose grimpe de l'autre côté de l'Occident, des impacts, on peut s'attendre à des impacts négatifs pour le consommateur sénégalais. Oui. C'est là où il faut saluer les options prises par l'État du Sénégal. Parce que depuis 2017, l'État du Sénégal a bloqué les prix et a créé un fonds, le FSE, le fonds de soutien au secteur de l'énergie. L'État est en train d'épargner quand même la répercussion de l'inflation internationale sur les prix des hydrocarbures. Mais pour autant, il faut noter que le secteur a quand même des difficultés parce que le secteur traîne une dette assez lourde, due justement à cette option qu'on ne remet pas en cause parce que depuis lors, les prix à la pompe ont très peu varié. Et aujourd'hui, il y a des tensions à travers le monde à cause de la relance de l'économie post-Covid. La production est tendue, très tendue. La demande est très forte. Et il y a même des pays qui connaissent des pénuries. Mais au Sénégal, je voudrais rassurer que les stocks sont suffisants. Il n'y aura pas de pénurie. Tout au moins, on a cette assurance. Alors comment se fait-il que le Sénégal, qui est différent de ces pays puissants, peut ne pas subir, disons, les conséquences d'une telle tension, je vois par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne, des difficultés sont notées, mais le Sénégal, jusqu'ici, malgré, disons, les menaces là et là, rien ne semble en tout cas bouger pour l'instant. C'est quoi, disons, cette science sénégalaise qui permet jusqu'ici, en tout cas, de ne pas tomber sur le panneau, comme on dit? Aujourd'hui, on peut considérer que le stock de sécurité est là et bien là, c'est-à-dire plus de 21 jours, on a sécurisé le pays. Au-delà de ces 21 jours, il y a des commandes qui sont en cours d'arrivée. Et la SAR et certains majors ont pris les dispositions pour que les commandes qui sont en cours permettra au pays, en tout cas, de tenir pour dépasser le cap difficile. Nous pensons que ce cap va être très peu dépassé parce que la production mondiale est en train de se relancer. C'est une période de tension difficile, c'est vrai, parce que la relance, elle est brusque et les besoins sont là. Aujourd'hui, le baril était, il y a un mois, à $60. Aujourd'hui,
le baril est à 87 $. Si on tient compte des informations que nous avons, cette période ne va pas trop longtemps durer. Nous pensons que la situation va devenir à la normale. Et en amont, le Sénégal avait déjà pris les dispositions pour que la SAR fasse... L'approvisionnement de la SAR ne souffre d'aucun problème. Les stocks qui sont là également ne souffrent d'aucun problème. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'État n'est pas dans une logique d'augmenter les prix des hydrocarbures. Et cela peut perdurer si toutefois la situation continue de la sorte en Occident? Laissons évoluer la situation pour savoir si véritablement nous courons le risque de pénurie ou d'augmentation des prix. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, au regard de cette relance économique, c'est que le pays doit apurer les dettes du secteur pétrolier, du secteur de l'énergie en général. Aujourd'hui, il y a des efforts, certes, qui sont faits, parce que l'État a payé près de 70 milliards, mais il reste encore une quarantaine de milliards. Et la Sénélec doit à la SAR. La SAR aussi traîne une dette plus ou moins égale à 30-40 milliards. Et la Sénélec a bénéficié d'un soutien de la BAD pour éponger cette dette. Nous pensons que la SAR va bénéficier justement de ce soutien pour que cette dette soit apurée. Mais également les pertes commerciales et la péréquation qui a été occasionnée par le blocage des prix depuis 2017, l'État également doit, à travers le FSC, essayer d'éponger les dettes de ce secteur-là parce que c'est un secteur quand même. Et les bailleurs ont fait des efforts, ont appuyé l'État de près de 175 milliards, 247 milliards si je ne me trompe, pour que l'État vienne en aide à deux secteurs essentiellement, le secteur de l'énergie et le secteur des bâtiments pour la relance de l'économie. Donc, le secteur du pétrole n'a pas besoin, comme le secteur du tourisme, d'un soutien financier, d'un abattement d'impôts et de trucs. Le secteur du pétrole a plus besoin que ses dettes en perte commerciale et en péréquation soient payées intégralement. Voilà, tout à fait. Espérons que le Sénégal sera totalement indépendant avec, disons, les ressources minières que nous avons. Espérons que l'on n'aura pas plutôt cette difficulté, en tout cas, à subir les tensions dans le monde. Alors, merci à vous, cher Diop. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CNTS-FC, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement. Vous avez été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, c'était le dernier numéro de votre émission Soir d'info sur la télévision Futur Média. Tout de suite, donc, la suite des programmes. Merci et très bon week-end à vous. Ciao. Merci.